Salut Direct Cuir et contente de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos spéciales puisqu'on fait un week-end spécial Bourgogne. Parce qu'en fait, j'ai eu la chance d'aller en Côte d'Or faire un peu de cheval et j'ai bien aimé la région, j'ai aussi été à Dijon et donc je me suis dit mais pourquoi ne pas faire une série de vidéos spéciales Bourgogne, histoire de faire plaisir aux Bourguignons qui me regarderaient. D'ailleurs, si ça vous concerne, n'hésitez pas à faire un petit coucou dans les commentaires. Et si j'ai assez bien parlé de votre région, donc voilà, il va y avoir deux vidéos. La première, aujourd'hui, on va parler de Bourguignonne célèbre, et la deuxième, un vlog, parce que j'ai été faire une super expo à Dijon, mais ça on en parlera lors de la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire, et écoutez, c'est parti à la découverte de 3 Bourguignonnes incroyables. Alors on va commencer par ma préférée du lot, une militaire, vous l'aurez peut-être deviné, Thérèse Figueur. Alors Thérèse est née à Tamelé, donc en Côte d'Or, là où j'étais, au passage, c'était vraiment joli, en 1774. Donc son enfance est frappée par le malheur, parce qu'elle est orpheline très tôt, elle perd sa mère, elle perd son père. Elle est trimballée d'un membre de la famille à un autre. Elle échoue chez son oncle, qui était militaire. Et il faut croire que ça fait naître chez elle une vocation, puisque à l'âge de 19 ans, elle s'engage dans l'armée. Alors là, le début de son histoire est un petit peu flou. J'ai lu, selon certaines sources, qu'elle aurait d'abord rejoint l'armée fédéraliste, donc les anti-républicains, puis elle aurait été capturée et a rejoint le camp républicain pour pas se faire exécuter, mais d'autres sources disent que non, on n'en parle pas. Enfin bref, elle rejoint rapidement le camp républicain et c'est là qu'elle va avoir une vie mais romanesque. Donc elle va rejoindre un régiment de dragons et elle va détonner, elle va vraiment accumuler les exploits militaires et elle va devenir très vite indispensable au sein de son régiment, tellement qu'on va la maintenir dans l'armée alors que le 30 avril 1793, un décret avait été publié qui bannissait les femmes de l'armée. Jusque-là, l'armée républicaine, elle était en crise, donc elle avait besoin de recruter massivement, donc on fermait les yeux quand il y avait des femmes soldats. Mais là, les républicains... ils étaient progressistes, mais pas trop. Donc hors de question d'avoir des femmes soldates. Ils ont juste toléré les femmes cantinières. Et ils ont bien fait de la garder, parce qu'elle va accumuler les exploits. Elle va s'illustrer lors du siège de Toulon, donc entre septembre et décembre 1793. Elle est vraiment en première ligne. Elle va aller aux 4 coins de la France, à Grenoble. Et puis, sa personnalité, quoi. C'était vraiment une grande gueule. D'ailleurs, on va la surnommer Madame Sans-Gêne. Et jamais elle ne taisait ce qu'elle pensait. Par exemple, elle va publiquement, à un moment, qualifier Napoléon de moricaud. D'ailleurs, les guerres révolutionnaires vont s'achever. Et elle va participer aux campagnes napoléoniennes. Elle va faire la campagne d'Italie. Elle va participer aux batailles d'Ulm, d'Austerlitz, de Iéna. Bien sûr, elle va être capturée à plusieurs reprises. Elle va s'échapper. Elle va être grièvement blessée à plusieurs reprises. À chaque fois, elle va s'en remettre. Elle était increvable. Elle va tellement faire parler d'elle qu'elle va même être présentée à Napoléon et Joséphine. D'ailleurs, Napoléon avait eu vent de ce qu'elle avait dit, et la légende veut qu'en face de Thérèse, il lui dit « Alors, vous trouvez toujours que je ressemble à un moricaud ?» Mais bon, faut croire qu'il lui a pardonné. Franchement, elle devait vraiment être exceptionnelle, parce que, à mon avis, Napoléon devait pas être le mec avec le plus d'autodérision au monde. Bon, finalement, elle ne prendra sa retraite qu'en 1815, après avoir passé 2 années en captivité à Londres. Elle s'était beaucoup échappée, mais à un moment, faut pas non plus trop tirer sur la corde, Donc elle va prendre sa retraite, et là j'avoue je suis contente pour elle, parce que souvent quand je vous parle de femmes militaires, vous avez l'habitude, elles finissent tristes, seules, oubliées. Elle va retourner en Côte d'Or, et là elle va épouser un ami d'enfance qui était lui aussi devenu militaire, et elle va écrire son autobiographie. Alors j'aime bien aussi notre deuxième héroïne. Elle est assez connue. Thérèse Figueur, je crois, est assez connue aussi pour les gens qui s'intéressent à l'histoire militaire. Jeanne Barré, elle, j'avoue qu'il y a eu plusieurs reportages sur elle. C'est la première femme à avoir réalisé un tour du monde. Donc, elle naît en 1640, en Saône-et-Loire, dans un milieu mais très, très, très pauvre, misérable. Donc, rien ne l'a destinée à ce destin exceptionnel. Et pourtant, donc elle va être embauchée comme domestique dans le foyer de Philibert Commerçant, donc, qui était un médecin naturaliste assez réputé à l'époque. Et il va la prendre sous son aile. Il va lui apprendre à lire, à écrire. Il va aussi en faire son amante au passage. Et
Jeanne va devenir aussi son assistante. Parce qu'il faut savoir que Commerçon, il était d'une santé très fragile et il avait besoin d'aide pour conduire ses travaux et donc il va beaucoup déléguer à Jeanne. Donc le couple aurait pu continuer à vivre une petite vie tranquille à la campagne, sauf que Philibert Commerçon va être missionné pour participer à l'expédition de Louis-Antoine de Bougainville, donc qui était un officier de la marine et également explorateur, donc qui a voulu se lancer dans un tour du monde. Bon, bien sûr, hors de question que Commerçon embarque sans son assistante, sauf que les femmes étaient interdites de navigation au sein des bateaux de la navire royale, ou alors seulement pour des très 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 brefs trajets, mais surtout pas pour un tour du monde. Mais vous vous doutez bien que Jeanne va comme embarquer, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Donc c'est sous le nom de Jean qu'elle embarque le 1er février 1767 au sein du navire de Bougainville. À bord du navire de Bougainville plutôt. Heureusement, Commerçon, quand même, de par son âge et de par sa notoriété, a eu le droit à une cabine particulière, donc ça a quand même beaucoup aidé Jeanne à se dissimuler, surtout qu'on lui avait demandé de faire profil bas, et ça va marcher. Et vu l'état de santé très fragile de Commerçon, c'est Jeanne qui va se taper tout le travail. Quand il y aura une escale au Brésil, en Patagonie, à Tahiti, c'est Jeanne qui va sortir du navire, qui va aller battre la campagne pour aller collecter des espèces de plantes, d'insectes, de crustacés. Et tout va bien se passer jusqu'à l'arrivée à Tahiti. En fait, on ne sait pas trop comment l'identité de Jeanne a été découverte. La légende voudrait qu'en débarquant à Tahiti, les Tahitiens se soient exclamés « Vainé, Vainé » en la désignant, et ainsi son vrai sexe aurait été trahi. Ou alors est-ce que plus prosaïquement c'est un membre de l'équipage? On ne sait pas trop, mais Bougainville est très embêté parce que certes c'est une femme, Commerçon s'est bien moqué de lui, mais il a beaucoup de sympathie pour le couple quand même. Donc il va pas les débarquer, il va encore un peu les garder à bord en disant aux membres de l'équipage qu'ils n'avaient pas le droit d'attenter à la pudeur de Jeanne, mais de toute façon cet ordre était inutile puisque Jeanne elle avait gagné le respect de l'équipage. Donc ils vont ainsi conduire Commerçon et Jeanne jusqu'aux Indes orientales, jusqu'à l'île Maurice, où là quand même Bougainville doit les débarquer, il a déjà un petit peu tiré sur la corde, mais c'est pas grave puisque Jeanne et Commerçon vont continuer leur travail de naturaliste à l'île Maurice. Ils auraient aussi été à Madagascar. Et là, en 1773, Commerçon meurt. Mais pensez pas que Jeanne va jouer à la veuve et pleurer. Elle va vraiment prendre son destin en main. Donc elle va vendre une partie de ses découvertes, elle va devenir riche, elle va ouvrir un bar, puis plusieurs bars, elle va devenir encore plus riche. Donc en 1775, elle va en avoir marre de sa vie aux Indes orientales, elle va retourner en France, mais pas toute seule, puisque dans les cales de son navire, elle va transporter des milliers de nouvelles espèces d'invertébrés, de plantes, et elle va faire don de toutes ses découvertes à Louis XVI et ses botanistes et naturalistes, et donc Louis XVI va même la rencontrer et lui allouer une pension en tant que scientifique à part entière. Et en arrivant en France, elle aura réussi à boucler son tour du monde. On a vu une militaire, on a vu une exploratrice. Là, on va voir une sportive. On va parler d'Henriette d'Angeville. Henriette d'Angeville est considérée comme la première vraie, et là je souligne le vrai, femme à avoir atteint le sommet du Mont Blanc. En effet, la première femme à avoir officiellement gravi le Mont Blanc s'appelait Marie Paradis en 1808. Sauf qu'en fait, elle n'était pas du tout préparée physiquement, et donc ses coéquipiers ont dû, même non pas ses coéquipiers, c'est Sherpa, même si on ne parle pas de Sherpa dans les Alpes, ont dû la porter sur leur dos pour la faire atteindre dans un état lamentable le sommet. Bon, elle a survécu, mais c'était pas très glorieux. Alors que Henriette, elle, vous allez voir, elle était dans un tout autre mood. Donc Henriette est née à Sémur-en-Auxois, donc de nouveau en Côte d'Or, en 1794. Et très jeune, elle se passionne pour la montagne et elle adore partir avec son père en exploration dans les collines environnantes. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'options pour les jeunes femmes, même les jeunes femmes aventureuses. Donc elle va vivre une vie, on va dire, on ne peut plus rangée, jusqu'à sa crise de la quarantaine. Et cette crise de la quarantaine fut assez intense, puisqu'à 44 ans, elle va réaliser son rêve, elle va essayer de gravir le Mont Blanc
aux grandes dames de sa famille, parce qu'à l'époque, gravir le Mont Blanc, c'était pas une sinécure, hein, c'était pas une petite balade du dimanche. Donc le Mont Blanc avait été conquis pour la première fois en 1786 par le français Jacques Balmat. Et en 1820, seulement 10 ascensions avaient été réalisées. Elle veut atteindre le sommet, et elle va le faire, le 8 septembre 1838. Et elle va vraiment gagner l'admiration de ses guides qui disaient que elle allait comme eux, qu'elle n'avait peur de rien, qu'elle était aussi aventureuse que ces bonhommes qui avaient grandi toute leur vie dans la montagne. Donc elle va devenir très célèbre, forcément la presse était friande de ce genre de faits divers. Elle va gagner le nom de fiancée du Mont Blanc, et elle va même être félicitée par Marie Paradis en personne, qui va lui dire en off que en fait c'est elle, hein, la première femme à avoir gravi le Mont Blanc. Non mais pauvre Marie, je me fiche un peu de sa tête et tout, mais non, en vrai elle était vachement fair-play. Par la suite elle va continuer l'alpinisme, et elle va créer un musée de minéralogie à Genève, où entre-temps elle avait déménagé. J'espère que vous avez aimé découvrir ou redécouvrir, si vous les connaissiez déjà, ces badass bourguignonnes. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour le volume 2 de cette série spéciale Bourgogne. Salut!